Bonjour à tous, c'est Philippe, électronicien ingénieur, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler des FPGA. Avant de commencer, merci à vous tous pour votre accueil pour la première vidéo. J'ai lu avec grand plaisir tous vos commentaires. Merci du fond du cœur. D'autres vidéos sont en préparation, toujours sur le hardware, toujours sur la Neo Geo. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai amélioré le setup. Donc là, j'ai maintenant une caméra gros plan qui va me permettre de mieux illustrer mes propos. Avant de commencer sur la FPGA, on va revenir sur les ASIC. Les ASIC, je rappelle, les ASIC, ce sont des composants qui sont fabriqués pour un client, donc là en l'occurrence SNK, dédiés, gravés dans le dur et définitif. Qu'est-ce qu'on met dans les ASIC? On peut mettre plein de choses, mais on met essentiellement des portes logiques. Et là-dessus, on va prendre un exemple d'un ASIC, qui fait un des ASIC, qui fait partie de la Neo Geo, c'est le de Neo D0. Voilà. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans, et on va avancer vers le FPGA en douceur. A tout de suite. Voilà, ici j'ai une carte mère d'une Neo Geo. On reconnaît assez vite ici le 68000. Alors vous voyez que ça dépend du fabricant. Ici je crois que c'est Toshiba, le fabricant. On reconnaît ici, ça c'est le BIOS. Et le Neo D0, il est ici. Donc voilà un ASIC Neo D0. Que contient le Neo D0? Alors, le SNK n'a pas communiqué les plans, vous le doutez bien. Tout le travail a été fait par quelqu'un de très connu sur le milieu de la Neo Geo, c'est Furtek, qui s'est amusé, si je puis dire, à prendre chacun des ASIC, les découper, les plonger dans l'acide pour révéler le silicium, et enfin d'arriver à reproduire le tracé qui est à l'intérieur. Donc un grand merci à lui, le travail a été énorme, et grâce à lui, on a pu avoir le schéma à l'intérieur. Et regardons ensemble. Voilà, voilà le résultat du travail. On a le composant, le Neo D0. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ces portes logiques, ce sont des portes logiques tout à fait standards. Regardez, ici j'ai un circuit intégré qui est en fait un réseau de 4 portes logiques. Regardez ici, voilà, ça, c'est ça. On voit que, ici, on a un réseau de 4 portes logiques OU, mais qui sont câblés en dur définitivement et vendus par un fabricant. Je crois qu'ici c'est Philips. Voilà. Et produit à la chaîne et commercialisé au grand public. Le problème, c'est que vous voyez, c'est que les 4 portes logiques c'est définitif. On ne peut pas dire je veux une OU et une et puis là ici j'en veux une OU exclusive, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça oblige à en mettre un certain nombre, ça prend vite de la place, c'est vite compliqué. Donc c'est pour ça que les ASIC sont apparus, justement pour regrouper. C'est du sur-mesure, par exemple, là, voilà, on a l'équivalent de ce composant là-dedans, on en met un certain nombre, ça permet de miniaturiser. C'est le gros avantage des ASIC. Donc est arrivé au début des années 80 une nouvelle technologie qui s'appelait les réseaux logiques programmables. C'est quoi ces réseaux logiques programmables? L'idée, c'était à l'intérieur d'une puce, on mettait en dur des portes logiques et où on les combinait ensemble, et surtout, on mettait des fusibles. Les fusibles vont permettre justement de customiser. C'était le tout début. L'inconvénient, vous doutez bien, c'est que quand les fusibles sont claqués, ils sont claqués, c'est définitif. C'était le tout début des réseaux logiques programmables. Après est apparue l'évolution d'après. L'évolution d'après, c'est utiliser des mémoires EEPROM. Et au lieu que ce soit des fusibles, ce sont des transistors qui sont commandés par cette mémoire EEPROM. Donc, sur certaines cartes mères, on en voit encore des réseaux logiques programmables qui permettent justement de miniaturiser sans aller jusqu'à la ZIC, parce que la ZIC, c'est quand même un coût, et est apparu le FPGA. Alors, le FPGA, c'est quoi? C'est un peu comme le réseau logique programmable, mais en version XXL. Ici, j'ai une carte, c'est ma carte qui a fait un petit peu la guerre. C'est une carte FPGA, Cyclone 4, je ne sais pas si on arrive à le lire, qui m'a servi de prototype. Qu'est-ce que c'est un FPGA? Un FPGA, c'est un réseau logique programmable, un petit peu particulier, et regardez bien, on voit que il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a quelques connecteurs, un afficheur, et puis c'est tout. Et la particularité de ces FPGA, c'est qu'ils ont besoin, au tout début, au démarrage, ils ont besoin d'être chargés, d'être programmés. Pourquoi? Parce qu'un FPGA, ça fonctionne, il n'y a pas de fusible à l'intérieur qui permet de les programmer définitivement. Le FPGA, c'est quoi? C'est un ensemble de connexions, ici,
avec des blocs logiques. Les blocs logiques, on va dire simplement, pour l'instant, c'est des portes et, des portes OU. Et ça, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et l'ingéniosité du FPGA, c'est que regardez, on va pouvoir câbler, on va pouvoir faire des jonctions comme on a envie, aux endroits où on a envie. C'est comme si on mettait des micro-soudures. C'est la programmation, on mettait des micro-soudures pour relier tel fil avec tel fil. La sortie de lui, on va le relier avec, par exemple, si je fais la micro-soudure aussi, la sortie de lui va être reliée sur ici, qui va pouvoir après communiquer vers lui, par exemple. Et ainsi de suite. Donc grâce à ces micro-soudures, on va pouvoir justement programmer notre FPGA. Et l'intérieur aussi, plutôt que de dire on veut des portes et on veut des portes OU, c'est ici, l'intérieur, on va non pas mettre des portes logiques, mais on va faire ce qu'on appelle la table de vérité, c'est-à-dire qu'on va décrire le comportement. On dit voilà, si j'ai ça, ça, ça en entrée, je veux ça en sortie. C'est une façon, c'est ce qu'on appelle la description. On décrit le comportement de cette unité logique. Et des unités logiques, vous les retrouvez ici. Et tout ça, c'est programmable, et ça, le FPGA se sert en fait d'une mémoire, une SRAM, static RAM, et le contenu de cette static RAM va faire la programmation. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un bit à 1 dans la SRAM, à un endroit bien précis, ça va faire la micro-soudure ici. Si j'ai un bit à 0, eh bien, il n'y aura pas la soudure. Et ainsi de suite. Donc c'est le contenu complet de la SRAM qui va faire la programmation, les micro-soudures, et dire le comportement de chaque unité logique. Vous comprenez que le problème de la SRAM, c'est que lorsqu'on est un courant, ben, il n'y a plus rien. Donc le FPGA perd complètement sa programmation. Donc comment on fait? On se sert à ce moment-là, on va ajouter une mémoire flash qui, au démarrage, son boulot, ça va être de prendre le contenu de la mémoire flash, de la mettre dans la SRAM, parce que je rappelle qu'il faut la SRAM, qui après fait la programmation. L'inconvénient, c'est le temps de démarrage, qui peut prendre plusieurs secondes. Le temps de démarrage, ça peut être à peu près quelques secondes, tout dépend du contenu de la programmation. Donc c'est un compromis, c'est ça, tout est affaire de compromis. On ne peut pas avoir tout dans le meilleur des mondes. Donc là, avec la SRAM, on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Après, j'en vois déjà au fond qui vont me dire « Oui, mais il existe des FPGA qui sont capables de démarrer immédiatement, instantanément. » Oui, c'est vrai, mais ce ne sont plus les mêmes FPGA. Ce sont des FPGA qui, si on intègre de la mémoire flash directement dans la puce, et non pas à l'extérieur comme je disais tout à l'heure, si on intègre ça directement dans la flash, le problème c'est qu'on va être obligé de baisser la densité. De baisser la densité du nombre de cellules logiques, de baisser la densité, la gravure, donc ça veut dire que le FPGA va être beaucoup moins puissant. Donc c'est très pratique des FPGA à démarrage automatique pour faire des choses assez simples. Typiquement, on pourrait mettre un FPGA à démarrage instantané pour remplacer des ASIC simples. Mais lorsque on veut faire un FPGA qui soit capable de reproduire quasiment la totalité de la Neo Geo, c'est pas possible, il faut utiliser le FPGA avec la mémoire flash à l'extérieur. Là, on tape dans du lourd, avec le Cyclone 5. Alors, pour la petite histoire, ce composant, c'est le composant qui est utilisé sur les célèbres Mister FPGA. C'est un SoC, qui veut dire System on Chip. C'est quoi? C'est en fait, on va intégrer un FPGA et un microprocesseur sur le même silicium. Le processeur, ici, c'est un ARM cadencé à 800 ou 900 MHz, donc c'est une belle bête. Et à côté, on a un FPGA. Donc comment fonctionne le Mister FPGA pour le rétro gaming? Au démarrage, l'ARM va avoir un bootloader qui va se démarrer, qui va chercher la SD card. La SD card, il va avoir quoi? Il va avoir un Linux qui va se charger, un Linux minimaliste, le plus simple possible. Le Linux va se charger. Une fois que le Linux a suffisamment démarré, il va chercher le fichier de configuration. Pourquoi? Pour le FPGA. Donc après, dès que le fichier de configuration est lu, l'ARM va lancer la programmation du FPGA. Vous comprenez pourquoi ça prend quelques secondes pour démarrer tout le système. Pourquoi ne pas intégrer, voilà, ça c'est un 68000, pourquoi ne pas intégrer le 68000 dans le FPGA à l'intérieur? Techniquement c'est possible, d'ailleurs ça se fait, le Mister FPGA intègre un 68000 à l'intérieur, sauf, il y a une nuance qui est assez importante, c'est que le 68000 possède un microcode à l'intérieur. C'est quoi le microcode? Il faut savoir que les instructions, certaines instructions complexes,
comme les multiplications, les divisions, qui sont à l'intérieur, ne sont pas codées en dur câblé. On passe par du microcode, qui est la propriété intellectuelle de Motorola. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que ce microcode n'a pas pu être récupéré, et puis gare à ceux qui essayent de le récupérer. Comment on va pouvoir intégrer le son du 1000 dans le FPGA? Ben c'est une armée d'ingénieurs, de passionnés depuis ces 30 dernières années qui ont décortiqué, qui ont analysé le comportement de chaque broche afin de le reproduire dans le FPGA. Vous voyez? On n'a pas dupliqué, on n'a pas cloné. Ils n'ont pas cloné le son de 1000 à l'intérieur. Ça, c'est interdit. Ils ont reproduit le comportement. Alors vous doutez bien qu'en faisant de la reproduction, on n'est pas à 100%. On est à 99, voilà, 99,5% à l'identique. On ne peut pas. Voilà. Pour être parfaitement identique, il faut à ce moment-là utiliser un vrai Motorola 68000. Voilà pour cette introduction sur le monde passionnant du FPGA. Vous comprenez que tout est affaire de compromis. Si on veut que la Neo Geo AES soit la plus fidèle possible, vous avez compris que idéalement il faut des ASIC, c'est justement ce qui est prévu, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et il faut aussi utiliser un vrai Motorola 68000 si on veut être fidèle à 100%. Autre chose, vous avez bien compris que là, la solution FPGA, on n'émule pas. Ce n'est pas de l'émulation, c'est plus de la reproduction. Une reproduction qui se veut être la plus fidèle possible à l'original. On s'approche des 99%. Voilà. C'est une reproduction, pas de l'émulation. D'accord? Par contre, il y a un domaine qui est un petit peu compliqué pour les FPGA, c'est l'analogique, c'est la partie sonore. Les composants Yamaha qui s'occupent du son sur la Neo Geo, eux ne sont pas parfaits. Ils ont une distorsion, ils ont un petit souffle, ils ont voilà, des petits défauts, mais ces petits défauts font justement la signature de la Neo Geo. Et donc ça, le FPGA ne peut pas le reproduire. Donc là, il n'y a pas le choix que d'utiliser des vrais composants, voilà, d'origine, des Yamaha. Merci à tous. Prochaine vidéo, nous allons parler du RGB, la génération du signal rouge vert bleu, du signal vidéo, les avantages, les inconvénients, les compromis, toujours, encore et toujours les compromis. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.